Une petite communauté du Tennessee est secouée par la disparition d'une femme âgée très estimée. Plus les enquêteurs cherchent, et plus le mystère de sa disparition s'épaissit. La vérité commence lentement à émerger dans une direction complètement inattendue, alors que la police et le FBI essaient d'aider les habitants d'une petite ville à retrouver leur ami. Memphis, au Tennessee, le 7 août 1992. À 40 km de là, dans la petite ville de Eads, Alan Roberts, un prospère promoteur immobilier, rentra chez lui après le travail. La voiture de sa femme était dans l'allée, comme d'habitude, mais il fut surpris de trouver le courrier sur le véhicule. Son épouse, Doe Roberts, laissait toujours un mot quand elle sortait, mais cette fois-ci, elle n'avait rien laissé. Sur le comptoir de la cuisine, Alan trouva les médicaments que prenait Doe pour traiter son asthme. Or, elle emportait toujours son aérosol pour inhalation quand elle sortait. Il appela leurs meilleurs amis qui vivaient tout près. Bill, this is Alan. Have you seen Doe today? Has she been over there? De tous ceux à qui il parla, personne n'avait vu ni parlé à Doe. I'll tell you what, I'm gonna go out and look around the property for you. Do me a favor, call around and see if you can find her, okay? Roberts craignait qu'elle n'ait eu une crise d'asthme pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Il la chercha sur la propriété, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il se préparait à appeler la police quand le téléphone sonna. L'homme au bout du fil avait un accent asiatique. L'homme demanda une rançon de 100 000 $ en échange de Doe. L'homme ne lui indiqua pas où laisser l'argent et il raccrocha. Assommé, Alan appela immédiatement le bureau du shérif de Shelby County pour signaler la disparition de sa femme et aviser la police de l'appel du ravisseur. Une équipe de policiers et d'inspecteurs fut dépêchée à la maison. Roberts leur dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de son interlocuteur et qu'il ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à Doe. Pendant l'interrogatoire, les agents du bureau du FBI de Memphis arrivèrent. Eads est situé à 50 km de la limite entre l'Arkansas et le Mississippi. Si quelqu'un emmenait Doe dans un autre État, la responsabilité de la retrouver incomberait au FBI, car le transport d'une victime d'un État à l'autre est un crime fédéral. Roberts déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient tous les matins depuis 43 ans. Vers 10 heures, Alan partit rencontrer un client potentiel venu de l'extérieur qui s'intéressait à l'une de ses propriétés. Le client, un certain Sam Wagner, avait appelé la veille pour prendre un rendez-vous et visiter la propriété à 10h30 ce matin-là. Roberts déclara qu'il avait attendu pendant plus d'1 heure, mais que Sam Wagner ne s'était jamais présenté. Il avait passé le reste de l'après-midi à étendre des rouleaux de gazon sur le terrain d'une autre de ses propriétés.
Les enquêteurs devaient vérifier la maison pour voir s'il n'y avait pas d'indices. Roberts leur montra l'aérosol de Doe et déclara que sans lui, elle pourrait mourir si elle était victime d'une crise. Les policiers devaient la retrouver au plus vite. Ils se mirent à la recherche de traces d'entrée par effraction en vérifiant toutes les fenêtres et les portes. Rien ne semblait suspect. Certaines personnes quittent volontairement le foyer, mais elles maquillent les lieux pour faire croire à un enlèvement. Les policiers vérifièrent la chambre de Doe. Ses valises et tous ses vêtements se trouvaient toujours là, de même que ses objets de valeur. Elle ne semblait donc pas partie de son plein gré. Si quelqu'un l'avait enlevée, un indice laissait supposer que cela s'était produit à l'extérieur, comme en témoigne l'agent spécial Joanne Overall du FBI. Alan Roberts avait trouvé du courrier dans l'allée. Ces lettres n'avaient jamais été apportées dans la maison. Il en avait déduit que sa femme était allée à la boîte aux lettres et qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer. Elle avait laissé le courrier là où on l'avait trouvé. À partir de l'allée, les policiers commencèrent des recherches méthodiques en quadrillant les 60 hectares de la ferme pour découvrir ce qui était arrivé à la femme de 65 ans. Malgré les nombreux efforts des équipes de recherche, on ne trouva rien. Le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux indices serait d'attendre un autre appel du ravisseur. On a surveillé les appels que recevait Alan Roberts tout de suite après l'enlèvement. Avec son accord, on a branché une enregistreuse sur son téléphone au cas où le ravisseur le rappellerait. Tous les appels seraient retracés. Si l'homme à l'accent asiatique rappelait, le FBI serait prêt. Plus tard le même soir, le téléphone sonna. Il provenait d'une cabine téléphonique à proximité. Des policiers se rendirent à l'endroit d'où provenait l'appel. Il semblait bien qu'il s'agissait de l'homme qui avait appelé plus tôt. Il déclara que Doe était en sécurité et qu'il savait que les autorités écoutaient l'appel. Roberts déclara que le ravisseur lui avait ordonné de retirer le ruban de l'enregistreuse et de le détruire dans l'allée de la maison. L'équipe changea rapidement la cassette pour une cassette vierge. Il n'y avait alors aucun policier à l'extérieur. Quand les agents de police de Shelby County arrivèrent au téléphone public, il n'y avait personne. L'homme qui avait fait l'appel était parti. À l'aube, les enquêteurs étendirent leurs recherches à la ville entière de Eads, demandant aux amis et aux voisins de Doe quand ils l'avaient vu pour la dernière fois ou s'ils avaient vu quelque chose d'anormal le jour de sa disparition. Personne ne se rappelait avoir vu ni entendu Doe ce jour-là. Un voisin déclara aux enquêteurs qu'il avait remarqué une certaine tension entre Doe et Alan à l'église, plus tôt dans la semaine. Mais on ne trouva aucune piste solide. La nouvelle de l'enlèvement se propagea et les chaînes de télévision s'emparèrent de l'histoire. Joe Birch, de WMC-TV à Memphis, parla de la réaction de la petite ville suite à la disparition de Doe. Beaucoup de gens croyaient que le coupable était quelqu'un de l'extérieur parce que tous ces gens fréquentaient la même église. Ils organisaient des soirées et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils avaient investi beaucoup d'énergie dans cette petite communauté et ils évitaient le centre-ville de Memphis, un endroit dangereux selon eux. À mon avis, les habitants de Eads croyaient que le crime avait été commis par quelqu'un de l'extérieur.
Mais il y avait tout lieu de se demander comment un inconnu aurait pu passer inaperçu à Heaths. La première journée de l'enquête se terminait et l'agente Overall était de plus en plus inquiète. Les 24 heures qui suivent un enlèvement sont cruciales. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver la victime en vie diminuent. Le deuxième jour, des habitants de la ville se réunirent pour montrer leur soutien et pour prier pour le retour de Doe. Pendant que la ville de Heaths était en prière, les enquêteurs, eux, tournèrent leur attention vers le suspect le plus vraisemblable. Dans un cas comme celui-ci, nous commençons toujours par interroger la famille. Et à partir de là, nous agrandissons peu à peu notre champ de recherche. On devait commencer par le mari, Alan Roberts. Il était possible qu'il s'en soit pris à Doe et qu'il se soit ensuite servi d'un complice pour faire les appels. Il est toujours pénible pour les membres de la famille de se faire considérer comme des suspects. Les autorités durent demander au mari, fou d'inquiétude, de se soumettre au détecteur de mensonges. Alan ne s'attendait pas à cette enquête, mais il accepta. Le polygraphe mesure les réactions physiologiques d'un sujet lors d'un interrogatoire. D'abord, le sujet parcourt toutes les questions pour ne pas être surpris lors de l'examen. Bien qu'on l'appelle communément un détecteur de mensonges, le polygraphe ne décèle pas les mensonges. Il détecte toutefois les réactions caractéristiques des gens qui mentent, comme l'accélération de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle et de la transpiration. Même si les résultats de cet examen sont rarement recevables en cours, beaucoup d'enquêteurs croient que le polygraphe leur permet de savoir dans quelle direction orienter leurs recherches. L'examinateur posa à Roberts des questions qui n'étaient pas reliées à l'affaire afin de mesurer ses réactions lorsqu'il disait la vérité. Il lui posa ensuite des questions sur sa relation avec Doe et sur les événements le jour de sa disparition. L'examinateur analysa ensuite le graphique obtenu pour déterminer si Roberts avait menti en répondant à certaines questions sur l'affaire. Il en conclut qu'Alan Roberts avait dit la vérité en répondant à toutes les questions. Alan était convaincu que c'était terminé. Mais les agents savent que les résultats de ces examens ne sont pas toujours exacts. On ne pouvait pas encore l'éliminer de la liste des suspects. Pour vérifier l'alibi de Roberts, le FBI voulait retrouver Sam Wagner, l'homme qu'il devait rencontrer le matin de l'enlèvement de Doe. On s'est dit que ce Sam Wagner était peut-être venu dans la région après avoir entendu parler de la situation financière des Roberts et qu'il avait enlevé Doe parce qu'ils étaient riches. Les agents fouillèrent dans les bases de données du FBI ainsi que dans les dossiers de la Régie des véhicules à l'échelle du pays à la recherche de quiconque du nom de Sam Wagner. Les agents du FBI de plusieurs États interrogèrent des hommes de ce nom, mais chacun d'eux fut rayé de la liste des suspects. On a commencé à avoir des soupçons sur Alan Roberts quand on a vu qu'il était impossible de retrouver ce Sam Wagner. Il nous est alors apparu vraisemblable que Roberts ait été l'instigateur de cet enlèvement. Si Alan s'en était pris à sa femme, peut-être trouverait-on un indice dans les relevés téléphoniques et bancaires du couple. Mais tout ce que les enquêteurs découvrirent ne faisait que confirmer le fait que le couple menait une vie normale dans une petite ville. Il n'y avait eu aucun contact avec un individu suspect et rien n'indiquait que Doe avait dépensé de l'argent après le c'est-tout. On n'avait plus de pistes à explorer. On finit par en déduire que Doe Roberts était morte.
Après environ 2 ou 3 semaines sans retrouver la victime, on en est venu à croire qu'il s'agissait probablement d'un homicide. J'ai demandé, par le biais de mon superviseur, que l'on mène cette enquête conjointement avec le bureau du shérif de Shelby County. S'il s'agissait d'un meurtre, le procès aurait lieu à la cour de l'État. L'équipe retourna chez les Roberts. La seconde fois qu'on a fouillé la propriété d'Alan Roberts, on l'a fait davantage dans l'optique de recherche judiciaire. On a cherché des éclaboussures de sang dans la maison et la grange. Roberts fut coopératif. Il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait. Les techniciens judiciaires du FBI et du bureau du shérif examinèrent tous les bâtiments à la recherche de traces d'un meurtre, d'un nettoyage intensif ou d'un corps. Ils recueillirent également des cheveux et des fibres de tapis dans la camionnette d'Alan pour les comparer à tout indice que l'on pourrait éventuellement trouver. Ces recherches éreintantes prirent 2 grosses journées. Alan Roberts était de plus en plus frustré de voir les autorités dépenser autant d'énergie sur lui. Il était épuisé. Et pendant ce temps, le ravisseur courait toujours en liberté. En 1992, le bureau du shérif de Shelby County et le bureau du FBI de Memphis fouillaient la ferme d'Alan Roberts et ses bâtiments à la recherche d'indices corroborant la thèse de l'assassinat de sa femme. Roberts était soumis au détecteur de mensonges et l'on n'avait trouvé aucune trace de sang sur sa propriété. On ne disposait d'aucun autre suspect et les enquêteurs détenaient des preuves indirectes qui mettaient Roberts en cause. Même si plusieurs personnes avaient vu Roberts ce jour-là, leur témoignage ne couvrait qu'une période de 5 heures. Autrement dit, Roberts avait eu amplement le temps de se débarrasser d'un cadavre. Le présentateur de nouvelles Joe Birch avait remarqué l'apparente froideur de Roberts quand il avait couvert cette histoire. Quand votre femme disparaît, on s'attend à ce que vous soyez bouleversé. Mais ça n'a pas été le cas avec Alan Roberts. Il était calme, voire serein et sans détour. On ne l'a pas vu pleurer ni manifester d'émotion comme c'est le cas d'habitude lors d'un enlèvement. En septembre, l'homme à l'accent asiatique refit surface, déclarant qu'Alan était mêlé à cette affaire. Le ravisseur s'est mis à appeler les habitants de Eads, déclarant que Doe Roberts était toujours en vie. Lors de ces appels, il a indiqué qu'Alan avait participé au complot pour faire enlever sa femme. C'était extrêmement décevant parce qu'il ne disait jamais où laisser l'argent. Tous les appels avaient été faits dans un rayon de quelques kilomètres de la maison de Roberts, ce qui était risqué de la part du ravisseur, compte tenu de tout le brouhaha qu'avait créé l'affaire au sein de la petite communauté. Cette audace laissait présumer que le ravisseur vivait dans les environs, que sa présence ne paraissait pas étrange et qu'il se croyait hors d'atteinte des enquêteurs. Résolu à faire avancer l'affaire, Alan Roberts prit les choses en main en offrant une récompense en échange du retour de Doe saine et sauve. Il annonça alors qu'il débranchait le matériel du FBI de son téléphone afin que le ravisseur puisse l'appeler. Le 8 octobre 1992, soit 2 mois après la disparition de Doe, le ravisseur rappela Alan Roberts. Il lui demanda de se rendre au téléphone public d'une station-service à environ 2 km de chez lui. Roberts se rendit rapidement sur place. Une fois encore, il était seul et aucun témoin ne pourrait corroborer ses dires. Le téléphone sonnait déjà quand il arriva. Il espérait retrouver sa femme. L'homme à l'accent asiatique déclara que Doe était toujours en vie et qu'elle se trouvait avec lui. Il demanda à Roberts de lui donner le nom d'un intermédiaire en qui il avait confiance et que le ravisseur pourrait contacter.
at the church. What do you mean, somebody at the church? Roberts lui mentionna le nom de Charles Lord, un dirigeant dans la communauté paroissiale et un bon ami de la famille. L'homme au bout du fil déclara qu'il lui donnerait bientôt des consignes à propos de la rançon. Listen, can I talk to Doe? Let me talk to Doe. What? Hello? Hello? Il raccrocha. Charles Lord, l'homme dont Roberts avait donné le nom au ravisseur, était le trésorier de la paroisse. Au nom d'Alan Roberts, il demanda publiquement au ravisseur de l'appeler pour lui donner les consignes sur le dépôt de la rançon. Tous voulaient revoir Doe. Le ravisseur appela Charles Lord ainsi que d'autres habitants de Eads, mais il ne donna aucun détail sur l'échange éventuel. En novembre, Charles Lord demanda aux enquêteurs de venir chez lui. L'agent spécial Joanne Overall espérait obtenir enfin quelque chose sur le ravisseur. Charles Lord a déclaré que tard dans la soirée, il avait entendu une voiture s'arrêter devant chez lui. Il s'est rendu à sa boîte aux lettres où il a trouvé une enveloppe. C'était une demande de rançon du ravisseur. Les enquêteurs se réjouissaient enfin d'avoir un indice en main. Des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres sur la lettre pourraient constituer un lien avec le ravisseur. Malheureusement, quand on leur remit la lettre, certains indices avaient été contaminés. Charles Lord a pris cette lettre et il l'a montrée à plusieurs personnes avant de nous appeler et de nous la remettre. Il y avait donc beaucoup d'empreintes digitales sur la lettre quand on l'a eue. Les experts du labo examinèrent les empreintes pour découvrir qu'elles provenaient toutes de Lord et des personnes qui avaient regardé la lettre après lui. Rien qui pouvait mener au ravisseur. Le message ne leur fournit guère plus d'indices. Le montant de la rançon avait diminué, mais on n'avait toujours aucune directive quant à l'endroit où l'on devait la laisser. Le ravisseur prenait un malin plaisir à déjouer la police. Au cas où il rappellerait Lord de nouveau, les agents lui tendirent un piège. Notre bureau a établi une surveillance de sa boîte aux lettres à l'aide d'une caméra cachée dans une cabane d'oiseaux près de la boîte. Ainsi, si le ravisseur laissait une autre lettre, on capterait son image sur vidéo. Les agents installèrent également un système d'écoute et d'enregistrement sur la ligne téléphonique de Lord. On n'avait toujours pas trouvé de preuves concrètes de l'implication d'Alan Roberts, mais un nouveau suspect semblait se dessiner. Charles Lord jouait un rôle actif au sein de l'enquête et il s'arrêtait souvent au bureau du shérif pour vérifier les progrès de la police. Les policiers se mirent à le soupçonner. À cause de son intérêt marqué pour l'affaire et la nature étrange des appels qu'il disait recevoir du ravisseur. Charles Lord a déclaré qu'il avait reçu plusieurs appels du ravisseur. Il a aussi affirmé qu'il avait parlé à Doe Roberts. Or, tous ceux qui avaient parlé au ravisseur n'avaient jamais pu parler à Doe Roberts. Les agents ne purent jamais entendre les enregistrements de ces appels. Chaque fois que le ravisseur appelait, il semblait que notre équipement avait lâché. Au cours de la semaine suivante, Lord signala avoir reçu une nouvelle demande de rançon ainsi que le foulard de Doe dans sa boîte aux lettres. Les agents ne trouvèrent aucun indice sur ces objets. Ils espéraient toutefois avoir capté l'image du ravisseur à l'aide de la caméra. Au visionnement, ils virent le postier venir à plusieurs reprises, mais quand vint le moment du ravisseur, l'image disparut. Quand on a vu que le matériel installé chez Charles Lord avait encore fait défaut, je me suis dit que nous avions vraiment du matériel de mauvaise qualité.
mais il a bientôt été évident que quelqu'un l'avait brisé. Et les agents soupçonnaient Charles Lord. C'est alors que le mari de la victime, Alan Roberts, déclara avoir eu une rencontre très étrange avec Lord. La veille au soir, au centre communautaire de Eads, Lord l'avait sommé de venir le rencontrer en privé. Alan fut surpris quand son ami lui proposa son aide pour retrouver Doe en échange d'un montant d'argent. Selon Alan Roberts, Charles Lord lui avait parlé des contacts qu'il entretenait avec le monde interlope. Il lui fournirait des informations moyennant un montant d'argent. Alan m'a également dit que Charles Lord avait une arme sur lui au moment de cette rencontre. À n'en pas douter, Lord était mêlé à cette affaire. Mais les soupçons des enquêteurs ne suffisaient pas. Ils devaient trouver des preuves. Le 4 mars 1993, 7 mois après la disparition de Doe, l'affaire connut un autre rebondissement. Le présentateur Joe Birch de Memphis reçut un appel à son bureau. Je n'avais jamais enregistré une conversation téléphonique auparavant, mais j'ai décidé que cette fois-ci, je le ferais. Cet appel a provoqué un déclic dans ma tête. Je me suis dit que cet individu était peut-être celui qui avait fait tous ces appels dans l'affaire Doe Roberts. Je l'ai gardé au bout du fil le plus longtemps possible. Birch s'entretint avec l'homme à l'accent asiatique en essayant d'obtenir des détails sur son identité et sur ce qui était arrivé à Doe. Quand Birch tenta de fixer un rendez-vous pour laisser la rançon, l'homme raccrocha. J'ai apporté l'enregistrement dans le bureau de mon patron. On a aussitôt appelé le FBI et le bureau du shérif de Shelby County. Les enquêteurs accordèrent à WMC-TV la permission de diffuser l'enregistrement. Cela fonctionna. Le ravisseur appela de nouveau. Il était mécontent de la diffusion de l'appel et il exigea des journalistes qu'ils cessent de couvrir l'affaire. Mais cette fois-ci, Joe Birch parvint à lui faire quelque chose que personne n'était arrivé à faire avant lui, fixer un rendez-vous pour remettre la rançon. Les agents et les inspecteurs du bureau du shérif mirent le lieu de rendez-vous sous surveillance, prêts à mettre la main au collet du ravisseur qui leur échappait depuis si longtemps. Obéissant aux directives, un reporter de WMC-TV se rendit au lieu de rendez-vous avec 80 000 $ en argent liquide. Tous les agents attendaient, pleins d'espoir. Mais le ravisseur ne se montra pas. Quelques semaines s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en juin 1993, le ravisseur organisa un autre rendez-vous. Il appela deux neveux de Doe et leur demanda d'apporter la rançon à un motel de la région. Bientôt, l'insaisissable ravisseur referait surface. En juin 1993, les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Doe Roberts mirent un motel de Eads sous surveillance. L'agent spécial Joanne Overall faisait partie de l'équipe de surveillance. Les neveux de Doe Roberts ont reçu un appel du ravisseur et ils ont fixé ensemble un rendez-vous pour lui remettre la rançon. Le ravisseur leur a dit de se rendre à une chambre de motel, ce qu'ils ont fait, mais ils ont aussi appelé le FBI. Ils devaient attendre un appel téléphonique ou rencontrer quelqu'un. Des policiers avaient été incapables de repérer Charles Lord ce soir-là. Pendant que l'équipe d'agents surveillait le motel, un homme s'approcha. C'était Lord.
il se rendit à la chambre de motel louée par les neveux de Doe. Charles Lord a dit au neveu de Doe Roberts qu'il avait reçu un appel du ravisseur lui demandant de recueillir l'argent. Ensuite, le ravisseur devait l'appeler lui pour lui dire où laisser la rançon. Mais les neveux refusèrent d'obtempérer. Ils lui dirent qu'ils ne transigeraient qu'avec le ravisseur. Les enquêteurs croyaient pour leur part que c'était pourtant le cas. C'était le seul individu qui avait déclaré avoir reçu un appel du ravisseur pendant lequel il avait parlé à Doe Roberts. Et maintenant, il venait à ce rendez-vous pour recevoir l'argent. On n'avait alors malheureusement pas assez d'indices pour procéder à son arrestation. Les enquêteurs en profitèrent toutefois pour concentrer leurs efforts sur Lord. Ils se mirent à la recherche d'un mobile pour cet enlèvement en obtenant l'autorisation d'examiner ses relevés financiers. On a examiné les relevés pour voir s'il avait contracté des prêts. On voulait savoir dans quel état étaient ses affaires financières. On a alors constaté que Lord devait beaucoup d'argent à plusieurs banques. C'était des sommes d'argent substantielles. En outre, comme il n'arrivait pas à les rembourser, il avait déclaré faillite. Ces preuves indirectes permirent aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Lord. À la fin du mois de juin, les enquêteurs purent examiner tous les documents financiers de Lord. Certains dossiers indiquaient qu'il avait des antécédents criminels. Il avait détourné 150 000 $ du Memphis Depot où il travaillait avant de se retirer quelques années plus tôt. Il avait également détourné environ 70 000 $ de l'église de Eads qu'il fréquentait. Lord était trésorier de l'église et avait donc accès aux comptes bancaires de la paroisse et aux donations en argent liquide. Malgré ces découvertes, toutefois, les enquêteurs ne disposaient toujours pas de preuves formelles qu'il avait enlevé quelqu'un. On n'avait rien pour l'accuser de l'enlèvement et du meurtre de Doe Roberts. C'était important d'obtenir des aveux de Charles Lord parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Un des agents qui travaillait sur l'affaire avait appris à dresser le profil psychologique des criminels. Après analyse des faits et gestes de Lord, il esquissa un profil de son comportement qui devrait être utile pour obtenir ses aveux. Selon lui, Lord était un manipulateur, un menteur compulsif qui croyait que personne ne pouvait l'atteindre. L'agent croyait que la seule façon de remporter la bataille contre le suspect serait de gonfler son ego à bloc. Le plan consistait à convoquer Lord à un interrogatoire et à lui laisser croire qu'on disposait de plusieurs indices sur lui à la suite d'une importante enquête qu'on faisait depuis plusieurs mois. Les agents remplirent plusieurs boîtes de faux indices pour convaincre Lord qu'il n'était pas au-dessus de tout soupçon. Puis, le 25 août 1993, au bureau du FBI de Memphis, ils rencontrèrent Lord et son avocat. Pendant l'interrogatoire, je pouvais voir Charles Lord examiner ses boîtes et s'imaginer que nous le surveillions depuis bien plus longtemps qu'il ne le croyait. Il est alors devenu très nerveux. La tactique du FBI sembla porter fruit. Lord finit par reconnaître qu'il avait fait certains des appels pour la rançon. Il ajouta qu'il l'avait fait pour le bien de Doe, dans l'espoir que les policiers n'abandonneraient pas l'enquête. Mais il nia avoir joué un rôle dans son enlèvement. Les enquêteurs qui sentaient qu'il était à deux doigts de céder sous la pression lui firent une offre. Les agents de nos bureaux, de même que l'inspecteur de Shelby County, lui ont dit que s'il acceptait de se soumettre au détecteur de mensonges et qu'il réussissait son examen, son nom serait rayé de la liste des suspects. Toutefois, s'il l'échouait, il devrait accepter de subir d'autres interrogatoires relativement à l'enlèvement. Il accepta.
Après avoir posé plusieurs questions à Lord pour évaluer ses réactions quand il disait la vérité, l'examinateur lui posa des questions sur Doe, notamment s'il était mêlé à son enlèvement. Did you harm Doe Roberts? À la fin de l'examen, l'expert conclut que Lord avait menti. Même si ces résultats n'étaient pas recevables en cours, il permettait aux autorités d'interroger le suspect de nouveau. Les agents du FBI et les inspecteurs du bureau du shérif de Shelby exercèrent de la pression sur Lord, qui était accompagné de son avocat. Il revenait sans cesse sur les résultats de l'examen polygraphique. Au début, il continua à nier d'être impliqué. Mais après quelques heures, les tactiques d'interrogatoire finirent par avoir raison de lui. Lord déclara qu'il était prêt à raconter ce qui était arrivé. Il dit qu'il avait besoin d'argent pour rembourser les prêts bancaires et pour rembourser l'argent qu'il avait volé à l'église. Il avait donc décidé d'enlever Doe et de demander une rançon en échange de sa liberté. Le 6 août 1992, il appela les Roberts en prétendant s'appeler Sam Wagner, un client intéressé par une propriété, et il prit rendez-vous avec Allen. Le lendemain, il savait qu'Allen l'attendrait sur le terrain de la propriété et il se rendit chez lui. Doe était en train de ramasser le courrier. Il savait qu'elle lui ferait confiance. Allen's been involved in an accident. Yeah, get in the car and I'll take you to him. What happened? Do you know? Is he all right? Lord déclara aux enquêteurs qu'il avait prévu rendre sa liberté à Doe quand il aurait eu la rançon, mais qu'elle avait eu une crise cardiaque fatale dans sa voiture. Il ajouta que, pris de panique, il avait jeté son corps et son sac à main, mais il refusa de dire où. Les enquêteurs croyaient qu'il mentait, du moins quand il disait qu'il avait eu l'intention de remettre Doe en liberté, et peut-être aussi à propos d'autres détails. L'agent spécial Joan Overall savait qu'il devrait trouver le corps pour valider ses déclarations. On fit alors une offre à Lord. Charles Lord a accepté de nous indiquer où se trouvait le corps de Doe Roberts après nous avoir avoué qu'il l'avait enlevé. En échange, le shérif de Shelby County ne chercherait pas à le faire condamner à mort. Lord déclara qu'il avait jeté son corps dans la rivière Wolf. Cette rivière, au courant très paisible, qui parcourt 150 km dans le coin sud-ouest de l'État, se jette dans le Mississippi à Memphis. Lord déclara qu'il avait jeté le corps de Doe du haut d'un pont de Fayette County, à environ 20 km de la maison des Roberts. Des plongeurs cherchaient le corps et le sac à main en commençant à 50 mètres en amont. C'est le lieutenant John Yancey de Shelby County qui menait les opérations de recherche dans les eaux sombres de la rivière. En tout, il y avait 21 plongeurs. La visibilité dans la rivière était quasi nulle. C'était des eaux complètement noires. Et dans ces eaux sombres vivent plusieurs sortes de serpents venimeux. Pour ajouter encore aux difficultés, le crime avait été commis 1 an plus tôt. Les restes humains seraient éparpillés et difficiles à trouver. Les équipes devaient poursuivre leurs recherches centimètre par centimètre, malgré une chaleur dépassant 43 degrés. Le deuxième jour, j'étais sur le pont quand une dame âgée est venue me trouver et m'a demandé de lui faire une faveur. « Je vais faire ce que je peux », lui ai-je répondu. Elle a dit « Je veux que vous trouviez quelque chose aujourd'hui pour qu'on puisse enfin faire notre deuil et enterrer Doe. » Après 3 jours entiers, les plongeurs avaient ratissé le lit de la rivière sur 800 mètres. Le corps ne pouvait pas être allé plus loin dans ces eaux peu profondes des basses-terres. J'ai dit à mon supérieur que, selon mon expérience, la victime n'était pas là. Si vous voulez qu'on continue à chercher, ai-je ajouté, il va falloir qu'on se rende jusqu'au Mississippi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas ici. Les enquêteurs commençaient à croire que Lord leur avait menti, mettant ainsi inutilement la vie des plongeurs en danger. L'agent spécial Overall affronta Lord à ce sujet.
On a emmené Charles Lord sur le site des recherches. On lui a dit que les plongeurs mettaient leur vie en péril pour trouver le corps. Or, le cadavre ne semblait pas être là. Le suspect était à court de mensonges. Maintenant, il était prêt à dire aux enquêteurs ce qui était vraiment arrivé à Doe Roberts. Après 3 jours de recherche dans la rivière Wolf, au Tennessee, le chef de l'équipe de plongeurs John Yancey croyait que la dépouille de Doe Roberts, la victime d'un enlèvement, ne se trouvait pas dans la rivière. On avait fouillé partout et, avec mes quelques années d'expérience, j'étais persuadé qu'on aurait dû trouver quelque chose, soit des ossements, des articles de maquillage ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, si je me fie à mon expérience, elle n'est pas là. Les enquêteurs avaient mis Lord au pied du mur. Quand Lord eut compris que les policiers ne le lâcheraient pas tant qu'il n'aurait pas dit la vérité, il reconnut que Doe n'était pas morte d'une crise cardiaque dans sa voiture. Il déclara qu'il l'avait amenée chez lui et qu'il l'avait ligotée dans une chambre au-dessus du garage. Il ne pouvait plus laisser sa voisine partir. Il avait tenté de la tuer en lui administrant des somnifères. Quand il avait constaté que cela ne fonctionnait pas, il l'avait étouffée avec un oreiller. Il déclara qu'il l'avait enterrée sous un tas de compost dans son jardin. Il avait recouvert le corps de chaux et de ciment pour accélérer le processus de décomposition. Il fallait déterminer si Lord disait la vérité cette fois-ci et recueillir les indices pour donner enfin à la famille de Doe la possibilité de vivre un deuil en sachant ce qui lui était arrivé. Le bureau du shérif contacta le service d'anthropologie judiciaire de l'Université du Tennessee. Après avoir retiré plusieurs couches de feuilles et de compost, les experts se mirent à creuser. Le lieutenant Ronald Godwin de Shelby County supervisa les minutieuses fouilles. On utilise des pinceaux et des petites truelles, un peu comme le font les archéologues. On ne retire qu'une cuillerée de terre à la fois pour ne laisser passer aucun indice. On doit aussi s'assurer qu'on ne modifie pas ou qu'on ne détruit pas d'indices se trouvant avec le corps. Après 2 heures, les experts percèrent une couche de ciment et de chaux. Dans l'espace en dessous, ils trouvèrent un cadavre. La première chose qu'on a vue, c'était une main. Le reste du corps gisait sur le dos, le visage tourné vers le haut. Il fallut 17 heures pour exhumer complètement la dépouille. Ce que les enquêteurs découvrirent alors les surprit. La peau était intacte. Le corps était dans un tel état de conservation que nous aurions pu pratiquer toutes les analyses pour savoir si la victime avait été empoisonnée. On aurait pu relever les traces de ce qui l'avait tuée si elle avait été victime d'une agression sexuelle, par exemple. Il nous est apparu qu'en mettant de la chaux sur le corps, cela avait eu l'effet contraire à ce que Lord avait souhaité. Le corps était intact. Le détail le plus troublant était sans aucun doute la position de la main de cette femme de 65 ans. La seule chose qui était anormale dans sa position, c'était sa main. Elle se trouvait devant son visage, dans une position défensive, et ses doigts étaient écartés. Pour les enquêteurs, la victime n'était pas morte quand on l'avait enterrée. Elle était sans doute en vie et a tenté d'enlever le ciment avec sa main. Près d'1 an après la disparition de Doe Roberts, le FBI et Alan Roberts disposaient de preuves formelles. Le 19 octobre 1993, Charles Lord a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie plus 25 ans. Alan, le mari de Doe, a dû subir les soupçons des enquêteurs pendant plusieurs mois. Mais quand la vérité a éclaté, il a pu enfin mettre Doe en terre. Il reste toutefois encore un défi à relever à Alan Roberts. C'est difficile de faire son deuil. J'essaie de ne plus penser à Charles Lord. Et je prie Dieu pour qu'il m'aide à lui pardonner.
Je prie aussi Dieu pour qu'il veille sur Doe. Alan et Doe Roberts ont été mariés pendant 43 ans avant que la vie ne les arrache l'un à l'autre. Alan croit qu'un jour, il retrouvera Doe pour toujours. Sous les néons scintillants de Las Vegas, des tireurs s'en prennent à des victimes sans défense et s'enfuient avec d'importantes sommes d'argent. Les autorités suivent une piste qui les entraîne de clubs de danseuses érotiques à des banlieues paisibles. Elles finissent par mettre le grappin sur les voleurs. Mais l'un d'eux réussit à s'évader de prison. Les agents du FBI devront alors affronter un homme qui est si désespéré qu'il n'hésitera pas à mettre en péril sa propre famille pour arriver à ses fins. Las Vegas. Le paradis des adeptes du jeu, un endroit où même les criminels tentent parfois leur chance. Dans la soirée du 21 décembre 1998, un couple ainsi que la jeune sœur de la femme se préparaient à aller travailler. La famille avait mis sur pied une petite entreprise de services d'entretien d'immeubles commerciaux. Soudain, deux hommes armés surgirent de nulle part et les forcèrent à monter dans leur propre camionnette. Pour l'équipe d'entretien, cette soirée de travail ordinaire venait de se transformer en épisode de terreur. Les tireurs bandirent les yeux de leurs trois otages et ils les ligotèrent. Ils entendirent les tireurs parler à une complice à l'aide de leur walkie-talkie. Les hommes semblaient connaître l'horaire de travail du personnel d'entretien. Ils circulèrent avec le véhicule jusqu'à 23 h, moment où la petite équipe devait commencer à travailler dans l'immeuble de la Bank of America. Les tireurs allèrent même jusqu'à se garer dans l'espace de stationnement normalement utilisé par les trois employés. L'immeuble abritait le centre névralgique des guichets automatiques de Las Vegas. Chaque soir, on y recevait l'argent liquide stocké dans les 1200 distributrices, ce qui représentait souvent une somme totale de plus d'1 million de dollars. Les bandits forcèrent les préposés à l'entretien à ouvrir la porte à l'aide de leur carte magnétique et en introduisant leur code d'accès. De cette façon, le système d'alarme ne serait pas activé. Les tireurs libérèrent le couple avant qu'ils puissent s'occuper de l'entretien des lieux comme d'habitude. Ils gardèrent la jeune sœur de la femme pour s'assurer que le couple obéirait à leurs ordres. À 23h30, arriva un fourgon armé pour prendre l'argent à mettre dans les distributrices pour la nuit. Conformément aux mesures établies, les deux gardiens commencèrent par appeler le service de sécurité de la banque pour s'assurer que personne n'était entré dans l'immeuble sans autorisation. On leur répondit que les seules personnes à l'intérieur étaient le personnel d'entretien. Seule, la camionnette des préposés était garée dans l'aire de stationnement. Dans l'immeuble, tout semblait normal.
Les préposés à l'entretien avaient bien trop peur pour dire quoi que ce soit. La vie d'une jeune femme était en jeu. Les gardiens ouvrirent alors le coffre-fort contenant 1 088 000 $, enveloppés dans des sachets et prêts à être distribués. Soudain, pendant que les tireurs désarmaient les gardiens, l'un d'eux tira accidentellement avec son arme à feu. La balle ricocha par terre et blessa l'un des gardiens à la poitrine. L'autre employé appela une ambulance. L'agent spécial Henry Schlumpf du FBI arriva sur la scène du crime. Il menait l'enquête. Ils étaient tous terrifiés. Ça nous a pris un certain temps pour les calmer et réussir à savoir ce qui était arrivé. Parce que les auteurs de ce crime étaient cagoulés, les descriptions qu'on a obtenues étaient plutôt vagues. C'était des descriptions générales. On était à la recherche de 2 hommes qui pouvaient être blancs, noirs ou d'origine hispanique, qui mesuraient entre 1,80 m et 1,90 m et qui pesaient environ 90 kg. C'est tout ce qu'on savait d'eux. Avec si peu d'indices, le moindre détail comptait. Les employés nous ont dit que lorsque les voleurs étaient entrés dans la banque, ils avaient semblé décontenancés en voyant le nombre important de caméras de sécurité. Ça nous indiquait qu'ils entraient dans l'immeuble pour la première fois. Ça laissait présumer que le vol n'avait pas été commis, selon toute vraisemblance, par des personnes travaillant à la banque. Les agents interrogèrent un camionneur qui avait vu les voleurs prendre la fuite. Le camionneur effectuait une livraison de fin de soirée dans un magasin du secteur. Il a aperçu 2 hommes sortir en courant de l'immeuble et jeter des sacs dans la boîte d'un pick-up Chevrolet blanc de modèle S10. Les autorités se mirent aussitôt à la recherche du véhicule des voleurs. J'ai demandé qu'on avise toutes les voitures de patrouille de chercher un pick-up blanc de marque Chevrolet de modèle S10. Peu de temps après, les policiers ont trouvé le véhicule à environ 500 mètres de l'immeuble, garé dans une rue résidentielle. Les enquêteurs vérifièrent le numéro d'immatriculation. Ironiquement, le véhicule faisait partie du parc de véhicules d'entretien de la police métropolitaine de Las Vegas. Il avait été volé une semaine plus tôt. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les gens du secteur, notamment une femme qui vivait juste devant l'endroit où le véhicule était garé. Elle n'avait vu personne descendre du pick-up en question, mais plus tôt dans la soirée, elle avait remarqué la présence d'une autre camionnette au même endroit. Elle nous en a donné la description. C'était un pick-up blanc GMC Dually. Il s'agit d'un modèle équipé de 4 roues à l'arrière. Les policiers en déduisirent que la femme avait vu le véhicule que les voleurs avaient pris pour semer la police, une pratique courante dans ce genre de crime. Ils en avisèrent aussitôt les unités de patrouille. Quelques heures plus tard, ils apprirent avec soulagement que le gardien blessé avait été opéré et qu'il survivrait. Le lendemain, la banque évalua la somme volée. Le butin s'élevait à 1 088 000 $. À ce jour, il s'agit de la plus grosse somme jamais volée de l'histoire de Las Vegas. Même s'il n'y avait pas lieu de croire que des employés de la banque avaient orchestré ce vol, les agents du FBI, ne voulant rien laisser au hasard, interrogèrent tous les employés de la banque. Comme on n'avait pas récolté grand-chose, on a décidé d'interroger tous les employés de la succursale et les conducteurs de blindés, allant même jusqu'à soumettre certains d'entre eux à un examen polygraphique. Même si les agents n'obtinrent aucune information, cela leur permit de rayer les noms de tous les employés de la liste des suspects. Les auteurs du vol pouvaient avoir obtenu toutes les informations nécessaires en suivant le fourgon blindé et les gardiens. Assez rapidement, on en est venu à la conclusion que c'est ce qu'ils avaient fait. Comme les enquêteurs ne tenaient aucune piste, la Bank of America, de concert avec le convoyeur de fonds,
offrir une récompense en échange de toute information qui permettrait d'arrêter et de faire inculper les voleurs. L'agent Schlumpf leur suggéra le montant à offrir. Je leur ai dit d'offrir 50 000 $. C'était une somme substantielle pour un vol de banque et ça ne manquerait pas de susciter l'intérêt du public. Les agents demandèrent la pleine collaboration des autorités locales. On a avisé les autorités aéroportuaires qu'on cherchait quelqu'un qui transporterait d'importantes sommes d'argent. On a aussi demandé au directeur des prisons de nous appeler si quelqu'un venait payer la caution de prisonniers en argent liquide. Une semaine après le vol de banque, le FBI reçut un appel du service de sécurité de l'aéroport McCarran de Las Vegas. Une personne les avait appelés pour leur demander si les détecteurs de métaux s'activeraient si elles transportaient une somme importante. Ils ont noté le numéro de téléphone de cette personne et nous l'ont donné. Grâce à ce numéro, les enquêteurs purent trouver l'adresse de l'abonné. Les agents mirent aussitôt l'endroit sous surveillance. C'était une résidence en banlieue de Las Vegas. Des gens entraient et sortaient de cette maison toutes les demi-heures. Quelqu'un arrivait et quelqu'un d'autre en ressortait aussitôt. Comme c'était plutôt étrange, ça a piqué notre curiosité. Après quelques heures, les agents décidèrent d'aller interroger les personnes se trouvant dans la maison. Hello, how are you? I'm Investigator Davis with the Las Vegas Police Department. This is Special Agent Reed. Elle était professeure de piano et donnait des cours d'une demi-heure. Comme elle comptait aller dans l'Utah avec une somme de 3 000 $, elle avait appelé l'aéroport pour savoir si les détecteurs de métal s'activeraient à son passage. La piste se terminait en cul-de-sac. Les agents se retrouvaient à la case départ. Mais plus tard, le même jour, une femme appela la police métropolitaine de Las Vegas après avoir appris qu'une importante récompense était offerte. Elle affirmait détenir des informations sur le vol de banque. L'informatrice parla aux agents d'une stripteaseuse qui travaillait dans un club de la région. Elle s'appelait Jennifer Arden. Selon l'informatrice, Jennifer dépensait beaucoup d'argent depuis peu. Elle a pu nous donner son numéro de téléphone. En effectuant les vérifications d'usage, on a constaté que c'était la ligne d'une caravane louée. Le FBI posta des agents près de la caravane. Ceux-ci cherchaient un indice leur permettant d'identifier les deux voleurs et l'endroit où pourrait se trouver le million de dollars. À peine quelques minutes plus tard, un pick-up GMC blanc se gara dans l'allée. C'était le même modèle que le véhicule dont s'étaient servis les voleurs pour s'enfuir. Les agents vérifièrent le numéro de la plaque. Selon la régie des véhicules, la camionnette était enregistrée au nom de Tim Blackburn. Le conducteur entra dans la caravane pour en ressortir quelques minutes plus tard et partir. L'équipe de surveillance avisa sans tarder l'agent Schlumpf. Le fait qu'ils aient vu le pick-up GMC nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de la caravane. Quelques instants plus tard, une unité SWAT cerna la caravane. Pour exécuter ce mandat, on a dépêché plusieurs agents sur les lieux parce qu'on était à la recherche de suspects armés et dangereux. On a frappé et quand on a constaté que personne ne répondait, on a défoncé la porte et commencé nos recherches. Les agents de l'unité SWAT trouvèrent un homme à l'intérieur. Celui-ci s'identifia comme étant Riley Bates. Il déclara qu'il était le petit ami de Jennifer. Une équipe se mit à fouiller les lieux à la recherche d'indices, pendant qu'une autre se rendait au club érotique pour interroger Jennifer. FBI, I'd like to ask you a few questions, please. About what? You've been spending an awful lot of money. La danseuse a affirmé qu'elle dépensait l'argent qu'elle gagnait depuis les 4 dernières années comme stripteaseuse et déclaré qu'elle ne savait rien à propos du vol.
Les agents dans la caravane poursuivaient leurs recherches. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent un imposant coffre-fort. Il semblait tout neuf. L'endroit était miteux. Ce n'était pas le genre d'endroit où les gens aisés vivent. Et pourtant, ils avaient acheté ce coffre-fort tout neuf. Riley déclara que le coffre-fort appartenait à sa petite amie et qu'elle seule connaissait la combinaison pour l'ouvrir. Agent Durham, may I help you? Jennifer, what's the number to the combination of the safe? L'agent demanda à Jennifer de lui donner la combinaison. La jeune femme répondit que c'était Riley qui la connaissait. On a alors dit à Riley Bates que sa petite amie avait déclaré qu'il connaissait la combinaison et il nous l'a enfin donnée. Yep, that's it. Dans le coffre-fort, le FBI trouva 50 000 $ en argent liquide et des sacs de marijuana. Riley insista sur le fait que son argent provenait de la vente de marijuana et qu'il ne savait rien du vol de banque. Les agents croyaient qu'il mentait. Mais $1 million avait été volé. Où donc se trouvait le reste de la somme? Las Vegas, en décembre 1998. 2 voleurs armés avaient fait feu sur le conducteur d'un fourgon blindé et s'étaient enfuis avec un butin de plus d'$1 million. Grâce à un tuyau, le FBI avait obtenu l'adresse d'une caravane louée où l'on avait découvert un coffre-fort tout neuf contenant 50 000 $. Jennifer Horden, une stripteaseuse, avait déclaré qu'elle ne dépensait que l'argent qu'elle gagnait. Son petit ami, Riley Bates, affirmait qu'il avait gagné cette somme en vendant de la marijuana. Il restait maintenant aux agents à trouver le reste de la somme volée, soit plus d'$1 million. Le FBI fit appel à l'un de ses meilleurs interrogateurs, l'agent spécial Brett Shields, dans l'espoir que celui-ci réussisse à faire parler Riley. On voulait le faire sortir de sa zone de sécurité. On l'a donc fait asseoir dans ma voiture, où il serait plus nerveux que dans le confort de sa caravane. Riley Bates était un type sournois. Il savait qu'il était dans une position précaire à cause de l'argent qu'on avait trouvé dans la caravane. Il s'entêtait à répéter que l'argent du coffre-fort avait été gagné grâce à la vente de marijuana. Mais il nous semblait peu vraisemblable qu'il vive encore dans une caravane si ses affaires allaient aussi bien. On devait le convaincre qu'on pourrait l'aider à éviter des accusations pour la vente de marijuana, mais qu'il risquait d'être mis sur la liste des suspects pour le vol d'$1 million. Il a dit « Je n'ai commis aucun vol ». L'agent Shields et moi savions que nous étions à 2 doigts de découvrir la vérité. On a alors dit « Très bien, Riley. Vous n'avez pas commis ce vol, mais on croit que vous savez qui l'a fait. » Il a répondu qu'il s'agissait de son frère Robert et de son ami Tim. Riley déclara qu'il ne savait pas où se trouvait son frère Robert. Dans la caravane, les agents trouvèrent toutefois des jetons et des reçus du Luxor, un casino et un hôtel de Las Vegas. On a envoyé 2 agents au Luxor et ceux-ci ont parlé au gérant. Comme on le pensait, Robert Bates y avait loué une chambre. Le service de la sécurité de l'hôtel informa les agents que Bates dépensait de grosses sommes d'argent et qu'il réglait toutes ses dépenses en argent liquide. À en juger par les dépenses de Robert Bates au Luxor, celui-ci se payait la grande vie depuis le vol. 2 agents surveillèrent la chambre de Bates jusqu'à ce qu'il rentre. Il était sous l'effet d'une quelconque drogue. Il était inutile de l'interroger pendant qu'il était dans cet état.
Dans la chambre d'hôtel de Bates, les agents trouvèrent des stupéfiants, une arme à feu et 5 000 $ en argent liquide. Ils se concentrèrent ensuite sur l'autre suspect, Tim Blackburn, l'ami de Robert. On a commencé à surveiller la maison de Tim Blackburn. Des policiers et des agents ont ensuite cerné les lieux. On décida d'aborder Blackburn prudemment. Tim Blackburn avait 26 ans. Il mesurait 1,92 m et pesait près de 105 kg. C'était un expert en arts martiaux et il aimait autant se battre que collectionner les armes à feu. C'était un tireur accompli. L'équipe d'arrestation du FBI se mit en position. L'agent spécial Castle Nishimoto fait partie de cette unité tactique d'élite. Mon travail consistait à surveiller les rues. Je savais qu'il était armé, mais je ne le craignais pas vraiment, parce que je croyais que je pourrais le repérer rapidement depuis l'endroit où j'étais. Les agents s'approchaient de la maison pour parler aux occupants, quand un véhicule est arrivé dans la rue. La Jeep accéléra devant les agents. Le conducteur perdit le contrôle du véhicule. Le véhicule s'est arrêté et un homme en est descendu et s'est enfui. On a présumé qu'il s'agissait de Blackburn. Il s'est enfui en escaladant le mur derrière la maison et quelques clôtures. On a alors commencé à fouiller les parages. Le conducteur de la Jeep était la belle-sœur de Blackburn. Les autorités la mirent en détention préventive. Le FBI et la police de Las Vegas entreprirent ensuite des recherches pour trouver Blackburn. Deux pâtés de maison plus loin, une unité canine flaira l'odeur du fugitif. Une unité canine a trouvé Blackburn caché sous une terrasse dans une cour arrière. Un étui de revolver était attaché à sa cheville. Heureusement pour l'agent de l'unité canine, l'étui était vide. Blackburn avait perdu son arme en escaladant une clôture. Les enquêteurs fouillèrent ensuite la maison du suspect, pendant que les agents interrogeaient Tim Blackburn et sa femme Sophia. Ils offrirent une peine réduite à Blackburn en échange de ses aveux de culpabilité. Il refusa. Les enquêteurs poursuivirent les recherches dans la maison. Nos experts judiciaires sont très méthodiques. Ils ne font pas leurs recherches au hasard. Tout est d'abord photographié, puis les experts fouillent chaque pièce l'une après l'autre. Ils terminent ensuite par les fouilles à l'extérieur. Ils ont trouvé des menottes d'un modèle souple, comme celles qui avaient servi à menotter les préposés à l'entretien. Ils ont également découvert des walkie-talkies et de l'équipement de surveillance. Tôt le matin, ils ont trouvé plusieurs sacs dans la niche de la cour arrière de Blackburn. Les enquêteurs mirent la main sur plus de 900 000 $, soit 90% de la somme volée. Il nous a fallu environ 10 heures pour compter l'argent. Vers 16 heures, on a pu conclure qu'on avait retrouvé l'argent volé à la Bank of America. On fit accuser Tim Blackburn et Robert Bates de vol de banque, d'enlèvement, de détournement de véhicules et de l'utilisation d'une arme à feu dans le but de commettre un crime violent. Ils furent détenus provisoirement au centre correctionnel de Las Vegas Nord. Mais le FBI n'avait pas terminé son boulot. Les agents croyaient que Blackburn et Bates avaient des complices. Selon toute vraisemblance, une autre personne avait participé à ce vol, car pour faire le coup, il fallait plus que 2 personnes.
Après avoir entendu l'alibi plus ou moins convaincant de Sophia Blackburn, les agents en vinrent à penser qu'elle était mêlée au crime. Je suis allé à plusieurs reprises chez eux pour parler à Sophia Blackburn, et chaque fois, elle a déclaré qu'elle ignorait tout du vol. Elle a aussi fourni un alibi pour Tim Blackburn le soir du vol. Elle a déclaré qu'il s'était trouvé avec elle pendant toute la soirée. Elle n'a pas pu nous expliquer la présence chez elle de cette grosse somme et de l'équipement suspect. Elle était inquiète du fait que son mari soit en prison car elle devait s'occuper de leurs 2 filles toute seule. Elle se disait coopérative, mais ses déclarations étaient tout sauf plausibles. Comme elle n'a jamais modifié sa version des faits, on a vite compris qu'on n'obtiendrait rien de sa part. Jamais elle ne nous révélerait quoi que ce soit qui pourrait incriminer Tim Blackburn. Le 11 août 1999, soit 7 mois après le vol d'1 million de dollars, Sophia rendit visite à son mari en prison. Elle se servit d'un minuscule outil, accroché à un porte-clés, pour desserrer les vis qui maintenaient la vitre entre son mari et elle. Alors que le gardien de la salle de visite sortait pour escorter un prisonnier, Blackburn retira la vitre anti-balles. Tim Blackburn est passé par l'ouverture et s'est retrouvé du côté des visiteurs. La première porte s'est refermée et la seconde s'est ouverte avant que quelqu'un réalise ce qu'il venait de faire. Dès que la seconde porte s'est ouverte, il a bousculé tout le monde et il s'est précipité vers l'extérieur. Sophia sortit un pistolet qu'elle avait caché plus tôt et le lança à Blackburn. Tous les systèmes d'alarme se sont activés. Les gardiens à l'extérieur savaient que quelqu'un venait de s'évader. Alors que Blackburn tentait de s'enfuir, il se retrouva face à face avec les gardiens et une violente fusillade éclata. Le 11 août 1999, Tim Blackburn, accusé d'être l'auteur du plus important vol de banque de toute l'histoire de Las Vegas, s'évada de prison grâce à l'aide de sa femme Sophia. Voici l'agent spécial Henry Schlumpf du FBI. Ils ont tenté d'arrêter Blackburn, mais celui-ci a fait feu sur eux. Le pick-up garé dans l'aire de stationnement devait servir à son évasion, mais les gardiens ont riposté à ses coups de feu. Blackburn fut contraint d'abandonner le véhicule. Puis soudain, sa femme Sophia apparut à bord d'un rodéo Isuzu. En l'espace de quelques secondes, ils furent hors d'atteinte. L'évasion de Blackburn était à peine croyable. Beaucoup de prisonniers veulent s'évader, mais bien peu y parviennent. Ça nous indiquait à quel point ce Blackburn était imprévisible. À la recherche de pistes, les agents Henry Schlumpf et Brad Shields du FBI retracèrent les proches parents du suspect. Blackburn serait obligé de demander de l'aide à quelqu'un. Les agents surveillèrent l'immeuble où se trouvait l'appartement de la belle-sœur de Blackburn. Garé devant, se trouvait le rodéo Isuzu utilisé lors de l'évasion. Les agents vérifièrent les plaques d'immatriculation et découvrirent que c'était le véhicule de Sophia Blackburn. On a aperçu le véhicule dans l'aire de stationnement. Notre cœur s'est mis à battre très vite. Notre niveau d'adrénaline augmentait de plus en plus. Comme c'était un prisonnier fédéral, son arrestation tombait sous la responsabilité des marshals. J'ai donc appelé des marshals que je connaissais bien. On était appuyés contre son véhicule, sans savoir s'il allait sortir et s'approcher de nous, et s'il allait y avoir une confrontation avant l'arrivée des marshals. Après un moment de tension extrême, les marshals vinrent aider les agents du FBI à prendre l'appartement d'assaut. Mais Blackburn n'était pas là. Les agents demandèrent à la belle-sœur du fugitif si elle savait où se trouvait Tim Blackburn. Elle déclara l'ignorer. Quand ils lui demandèrent pourquoi le Isuzu de Sophia était là, alors que son Nissan Pathfinder à elle avait disparu, elle répondit que son véhicule était en réparation.
Or, rien n'étayait sa version des faits. Les agents soupçonnaient Blackburn de s'être enfui avec le véhicule de sa belle-sœur. Au cours de la semaine suivante, le FBI poursuivit les recherches de Blackburn, de sa femme et de leurs 2 fillettes. Mais en vain. Malgré tout, on continua de chercher le dangereux fugitif en faisant appel à toutes les ressources disponibles. Il y avait environ 40 agents, policiers, marshals, les agents du service de police d'Anderson et les employés du centre de détention. On a réuni tous nos effectifs et formé des équipes. On comptait interroger toutes les personnes ayant eu des liens avec Blackburn, fouiller sa maison et trouver tous les véhicules qu'il aurait pu utiliser. Les marshals annoncèrent alors aux agents du FBI qu'ils avaient aperçu le fugitif. On est arrivé au moment même où ils arrêtaient celui qu'ils croyaient être Tim Blackburn. J'ai immédiatement su qu'il ne s'agissait pas de Tim Blackburn, c'était son frère. Celui-ci était plus jeune et plus petit que Tim Blackburn, mais il lui ressemblait beaucoup. Pendant qu'on l'identifiait, on a remarqué que son permis de conduire était tout neuf. Il l'avait obtenu la veille. On lui a alors demandé ce qui était arrivé à son vieux permis. Le frère de Blackburn déclara qu'il avait égaré son permis de conduire. Les agents le soupçonnaient plutôt de l'avoir donné à son frère. Dans sa voiture, les agents trouvèrent un mot écrit par Tim Blackburn où il demandait à son jeune frère de lui prêter de l'argent. Cet homme, qui avait déjà été en possession d'1 million de dollars, devait maintenant compter sur un emprunt d'argent pour survivre. On a décidé de l'arrêter pour avoir été le complice d'un fugitif. Et c'est ce qu'on a fait. On a arrêté le frère de Tim Blackburn. Les autorités procédèrent ensuite à l'arrestation de la belle-sœur de Blackburn pour avoir menti aux autorités en affirmant que son Nissan Pathfinder était en réparation. Avec 2 membres de sa famille en captivité, les agents mirent au point un plan ingénieux pour contraindre Tim Blackburn à sortir de sa cachette. On voulait parler à un proche ami de Blackburn ce soir-là qui avait été videur dans un club réservé aux hommes. De tous les gens qui connaissaient Blackburn, certains l'aimaient beaucoup alors que d'autres le craignaient. Mais ni les uns ni les autres ne nous ont fourni d'informations sur lui, et son ami n'a pas fait exception à la règle. Au début, il ne voulait pas nous parler, mais il a fini par avouer que Tim Blackburn l'avait appelé peu après son évasion pour lui dire qu'il était en liberté. Il avait d'ailleurs entendu le bruit des sirènes derrière sa voix. Je lui ai alors dit qu'il était, selon nous, la dernière personne à laquelle Tim Blackburn avait parlé et qu'il allait vraisemblablement le rappeler. Et quand il le fera, lui ai-je dit, dites-lui que nous avons arrêté son frère et tous ses complices et que nous allons les faire payer parce qu'ils l'ont aidé. Je voulais, en exerçant une telle pression sur Blackburn, lui faire réaliser qu'il ne pouvait pas vraiment continuer cette vie de fugitif. Je voulais le pousser à se rendre aux autorités, peu importe où il se trouvait. Le lendemain matin, l'ami du fugitif m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait effectivement reçu un appel de Tim Blackburn et qu'il lui avait dit que nous avions arrêté son frère et sa belle-sœur. Quand je lui ai demandé comment Blackburn avait réagi, il m'a dit qu'il était en colère. 2 semaines et demie après l'évasion, l'agent Henry Schlumpf du FBI apprit que Blackburn était peut-être revenu à Las Vegas. Un membre de l'unité SWAT de Las Vegas m'a appelé. Apparemment, un de ses contacts savait où se cachait Blackburn à Las Vegas. Ça me semblait peu vraisemblable. J'ai suggéré à l'agent de demander à son contact comment s'appelaient les fillettes de Blackburn. Et de fait, l'informateur connaissait leurs prénoms. Au moins, ça prouvait qu'il connaissait Blackburn. L'informateur déclara que Blackburn s'était installé dans un motel qui hébergeait des clients à long terme. L'agent Schlumpf se rendit aussitôt au motel avec 2 agents de l'unité SWAT de Las Vegas. You seen these two before?
Le gérant déclara qu'il n'avait jamais vu les Blackburn auparavant. Selon lui, il n'était pas au motel. Malgré tout, l'agent Schlumpf loua une chambre pour surveiller les lieux. L'informateur semblait avoir mis les agents sur une autre fausse piste. Mais ils refusaient d'abandonner les recherches. Ils décidèrent de vérifier toutes les chambres de l'établissement. On a décidé de mettre un plan au point. Le gardien de sécurité des lieux allait frapper à toutes les portes et aviser les clients que quelqu'un avait porté plainte contre eux parce qu'ils étaient trop bruyants. Je suivais les opérations quand j'ai vu cette porte s'ouvrir. C'était Sophia Blackburn. Elle a parlé au gardien. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était radieuse, souriante et détendue, plus en forme que je l'avais jamais vue. Elle ne semblait pas être en cavale depuis 17 jours. Soupçonnant Blackburn de se terrer dans la chambre, l'agent Schlumpf demanda aussitôt des renforts. L'équipe d'arrestation et l'unité SWAT arrivèrent en moins de quelques minutes. L'unité SWAT est arrivée immédiatement. D'autres agents sont également venus, de même que plusieurs unités de patrouille et des marshals. On a alors commencé à évacuer les lieux. Chaque chambre a été vidée, sauf bien sûr celle que Blackburn occupait. Ensuite, on a fait ce que l'on fait dans 99% des cas quand on recherche un fugitif. Notre équipe d'arrestation a appelé à la chambre. La façon dont on procède, c'est qu'on dit à la personne « Écoutez, on sait que vous êtes là. Vous êtes cerné, vous ne pourrez pas vous échapper, alors sortez. » Je m'attendais à voir sortir Blackburn et je pensais déjà au fait que je le conduirais soit à la prison, soit ailleurs. J'étais dans cet état d'esprit, persuadé qu'il était là et qu'il sortirait, mais ça ne s'est pas produit comme ça. La négociatrice de l'équipe d'arrestation qui était au téléphone m'a alors dit que Blackburn voulait me parler. J'ai alors entendu la voix de Tim Blackburn. Je devais le garder au bout du fil le plus longtemps possible, car tant qu'il me parlait, il ne pourrait pas faire feu sur quelqu'un. Au début de la conversation, j'ai été plutôt compréhensif. Je lui ai dit que ça n'avait pas dû être facile pour lui d'être en cavale depuis 3 semaines. Il s'était retrouvé à seulement 10 minutes de la frontière mexicaine et il avait pourtant décidé de rentrer à Las Vegas. L'agent Schlumpf ne s'expliquait pas pourquoi Blackburn était revenu. Il craignait par-dessus tout que les enfants du fugitif ne soient avec lui. Son inquiétude monta d'un cran quand il entendit les rires des fillettes. L'unité SWAT avait pris position à l'extérieur de la chambre et s'apprêtait à passer à l'action si Blackburn montrait des signes de violence et s'il s'en prenait aux personnes se trouvant avec lui dans le motel, soit Sophia et leurs 2 fillettes. Il a dit « Henry, je suppose que vous ne pouvez pas nous laisser simplement partir. » Et je lui ai répondu « Vous savez que ça m'est impossible. » Tim était résolu à ne pas remettre les pieds en prison. Il a dit qu'il n'y retournerait jamais. Mais il avait fait feu sur un gardien et il nous était impossible de passer l'éponge. Schlumpf craignait que Blackburn n'ait des pensées suicidaires. Les autorités étaient aux prises avec une situation explosive. Un homme armé, sa femme et leurs 2 jeunes enfants étaient barricadés dans un motel cerné par la police. Le FBI et une unité SWAT avaient cerné un motel près du centre-ville de Las Vegas. Un violent braqueur de banque s'était barricadé dans une des chambres.
Tim Blackburn était armé et très agité. Dans la pièce, avec lui, se trouvaient sa femme Sophia et leurs 2 fillettes. L'agent Henry Schlumpf du FBI tenta de convaincre le fugitif de se rendre. Malgré la présence de négociateurs, Blackburn ne voulait parler qu'à l'agent Schlumpf, qui avait procédé à son arrestation quelques mois plus tôt à la suite du vol. L'agent Schlumpf supplia à la fois Blackburn et Sophia de laisser les 2 fillettes partir. Je parlais en alternance avec Sophia et Tim Blackburn. Il me semblait qu'on progressait un peu quand je parlais avec Sophia. Puis, on faisait une petite pause, et elle parlait à Tim Blackburn et tout était alors à recommencer. Il avait une grande influence sur elle, parce qu'il était son mari. Elle craignait qu'il se tue si elle sortait avec les enfants. Et bien entendu, elle voulait éviter ça à tout prix. On prenait une pause, puis on rappelait de nouveau. Il y avait des hauts et des bas. Parfois, on croyait que la situation progressait, d'autres fois, on faisait quelques pas en arrière. So Henry, what's the best place to shoot myself in the head, huh? Il m'a demandé à quel endroit braquer son arme pour se tirer une balle. Je lui ai répondu qu'on pouvait parler d'autre chose et essayer de trouver une solution plutôt que d'en venir à ça. Blackburn déclara qu'il avait mis ses 2 fillettes dans la baignoire pour les protéger. Mais les membres de l'unité SWAT étaient inquiets. Le fait qu'il ait forcé ses filles à s'asseoir dans la baignoire pouvait indiquer qu'il avait décidé de les tuer avant de mettre fin à ses jours. L'unité SWAT se préparait à faire exploser la porte au cas où l'on devrait secourir Sophia et les enfants. L'unité SWAT a mis une charge explosive contre la porte afin de pouvoir entrer rapidement si cela s'avérait nécessaire. Après 4 longues heures de négociations, Ils sont aussitôt allés au fond de la chambre, là où se trouvait la salle de bain pour secourir les enfants. Dans ce genre d'affaires, on ne peut pas perdre une seconde. Ils sont entrés au moment où Blackburn tombait après s'être tiré une balle. ils trouvèrent Sophia morte. Les 2 enfants avaient reçu des projectiles à la tête et leur vie ne tenait qu'à un fil. Je les voyais courir à toute vitesse pour tenter de sauver les enfants. Les membres de l'unité SWAT les ont confiés aux ambulanciers, mais elles sont mortes dans leurs bras. J'étais atterré de voir que mes collègues de l'unité SWAT avaient tout fait pour les sauver, mais qu'ils avaient échoué. Même les enfants étaient morts. Notre boulot consiste à sauver des vies, mais dans ce cas-ci, nous avons échoué. J'étais anéanti, ça n'aurait pas pu être pire que ça. Plus tard, le coroner put conclure que les balles ayant ôté la vie à Sophia, aux 2 fillettes et à Blackburn avaient toutes été tirées par ce dernier. Quelques mois plus tard, au siège de la Cour fédérale de Las Vegas, Riley Bates et sa petite amie plaidèrent coupables d'avoir eu en leur possession de l'argent volé. Comme ils avaient offert leur pleine collaboration à la police, ils n'ont écopé que d'1 an de prison chacun. La belle-sœur de Blackburn n'a obtenu elle aussi qu'une peine d'1 an d'incarcération pour avoir menti aux agents fédéraux et pour avoir entravé le processus d'enquête. Robert Bates a plaidé coupable de vol de banque et il a écopé d'une peine de 24 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui,
l'agent Henry Schlumpf a enfin fait la paix avec lui-même à la suite des événements tragiques entourant l'arrestation de Tim Blackburn. Au bout du compte, il est entièrement responsable de ce qui est arrivé. Il est revenu à Las Vegas pour faire exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire mourir. Je ne crois pas qu'il ait jamais eu l'intention de sortir de cette chambre ou de laisser quiconque en sortir. Les autorités de Las Vegas ne pourront jamais oublier la mort de 2 innocentes fillettes. Pour la police, l'affaire Blackburn est une histoire de désespoir. Le fugitif refusait de se rendre et il a entraîné ses proches dans la mort avec lui.